Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité du Vin. Merci d'être parmi nous pour ce premier rendez-vous de cette nouvelle année. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Saskia de Rothschild, de domaine baron de Rothschild Lafite, pour ce premier grand entretien qui sera animé par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur à la Revue des Vins de France. À la suite de l'entretien, vous pourrez poser des questions. On fera circuler un petit micro en salle, donc vous pourrez vous poser vos questions. Et puis, à l'issue de la rencontre, nous irons à l'étage, dans les salons Lafayette, pour une dégustation de vin offert par Saskia de Rothschild. Donc, je vous demande d'éteindre vos téléphones portables. Et pour les gens qui sont en ligne, vous pourrez aussi poser des questions. Les questions seront relayées à Jérôme Baudouin, donc n'hésitez pas. Ce sera dans la partie QR de l'application Zoom. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et juste un dernier mot pour dire que ces grands entretiens sont soutenus et mécénés par HEA Location et Keops Technologies. Donc, sans ces mécènes, ces événements n'auraient pas lieu. Donc, nous les remercions vivement pour leur soutien fidèle. Je laisse la parole à Jérôme Baudouin. Bonne soirée. Bonsoir. C'est bien, ça le comble. Formidable, incroyable. C'est top. Donc ce soir, on reçoit une jeune dirigeante d'un des 5 premiers crus classés de Bordeaux et l'un des plus mythiques, Lafite. Mais au-delà de Lafite Rothschild, vous allez voir que cette personnalité a un parcours tout à fait atypique et qu'elle a beaucoup voyagé, qu'elle a vécu un peu partout dans le monde avant de poser ses bagages à Pauillac. Et donc elle pose un regard pertinent et original sur son métier. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement mademoiselle Saskia de Rothschild. Bienvenue Saskia. Ouais, ça va. Non, on ne se resserre pas la main. Et d'ailleurs, on va commencer directement avant l'entretien par une petite vidéo qui présente, vous présentez les domaines. Comme ça, les gens auront l'ampleur du groupe Baron de Rothschild Lafite. Allons-y. Jamais vu une aussi grande photo de moi. Papa, I've been thinking, we should make a film. Don't you think my acting days are over? No, a film about what we do here, how we work really hard to make our wines, for them to always be in balance, like tightrope walkers. Saskia, I think it's nearly impossible to make a film about wine when you cannot. Yes, I know what you're going to say. When you cannot walk through each terroir, feel the differences between the soils. But more to the point, when you cannot taste the wine through the screen. Okay, but we could show where the wines come from. The evening light at Lafite, the build-up to the harvest. Tasting the grapes to decide on the date. Yes! Why don't we cross over the river to l'Evangile and say hello to the team there? Yes, show how small it is, like a family. Then we could visit a family of a totally different size at Los Vascos. Show the horses, the bees, the influence of the Pacific. And my beloved birds, of course, flying high over the Andes to Caro in Argentina. There we could show our vines at high altitude, and we'll have the mountain in the back. From mountain to hill, let's stop off at Auxières, back in France, for a little picnic. We could feel the wilderness. We could visit the villages. Papa, concentrate. We need grapes, close-ups. Lots and lots of grapes. The story of my life. The vendange at Duarmilon. The journey of a grape from the vine to the barrel. All the reasons our wines are different. The wind from the Ciron at Rieux-Sec. The botrytis on the grapes. The incredible hand-built terraces at Longueuil. The cooperage at Lafite.
The circular cellar, The silence of our wines aging in their barrels. dust on old bottles. Yes, I love this. And the people, more than anything. Of course, let's rally the troops. All the generations working together. I don't know about you, Saskia, but all this imagining is making me very thirsty. Maybe you're right. Nothing better than this. I agree with you absolutely, completely. Belle manière de résumer les différents domaines et l'ampleur de la tâche que vous avez pour diriger tous ces domaines. Alors j'ai une première question quand même qui est quand même importante. Lafite, c'est Lafite Rothschild. Vous portez le nom de Rothschild. Au-delà du patronyme, qu'est-ce que ça implique de porter le nom de Rothschild ? Alors j'ai eu la chance d'être élevée par des parents qui nous ont beaucoup appris à dépasser ce patronyme et qui ont essayé de nous élever avec une grande ouverture d'esprit et nous dire que voilà, en fait, on allait devoir faire nos preuves et connaître le monde par nous-mêmes. Donc j'ai une mère qui est artiste, qui est italienne, et donc un père que vous avez vu à l'écran qui avait une grande performance d'acteur ce jour-là. Et qui du coup nous ont élevés comme ça. Après, c'est vrai qu'en grandissant, c'est quelque chose que les gens vous jugent avant que vous n'arriviez dans la pièce, donc c'est jamais facile. Mais du coup, j'ai essayé dans toute la première partie de ma vie, de me faire plus un prénom qu'un nom. Et puis finalement, maintenant, je travaille pour ma famille, donc c'est un peu loupé, mais voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que lors de votre premier stage à l'Évangile, vous étiez toute jeune, pour ne pas vous faire reconnaître par les équipes, vous avez utilisé le nom de votre mère, Béatrice Caracciolo. Et pourquoi vous avez fait ça ? C'était pas, à la base, mon idée, c'était l'idée de Jean Pascal, qui était le directeur à l'époque, et qui s'était dit ce sera plus facile comme ça. Et donc on avait imaginé ça, et donc voilà, j'étais stagiaire, je venais de l'ENITA, ce qui était du coup assez perturbant parce que je devais un peu avoir cette histoire-là. Et puis après, l'année d'après, quand je suis venue, tout le monde m'a reconnue, donc c'était particulier, mais bon, voilà, c'était une idée comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai plus tard fait un BTS agricole en Vitiono, là pour le coup, j'ai repris le nom de ma mère parce que c'était un peu peut-être plus facile aussi. Plus facile, oui. D'étudier sous ce nom-là, et c'est un nom que j'utilise quand même assez souvent dans la vie de tous les jours quand je suis pas dans le vin. Ouais, très bien. Aujourd'hui, vous dirigez l'ensemble des propriétés du groupe. Est-ce que vous pouvez... Alors, on a vu le film, hein, mais qu'est-ce que ça représente en nombre d'hectares ? On voit que vous êtes sur quasiment tous les continents, puisqu'il y a la Chine, l'Argentine, le Chili. Qu'est-ce que ça représente en termes de superficie ? Vous êtes Languedoc aussi, l'entre-deux-mers. Au-delà du nombre d'hectares, nous, on considère vraiment ça comme une famille de domaines, avec chacun leur identité, et qui essayent de raconter un lieu, un endroit, une géographie, un territoire, une communauté. Et c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que le plus grand, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à Los Vascos, qui est une propriété qui est surtout un territoire sauvage au pied des Andes, mais où il y a plus de 500 hectares de vignes, donc même plus de 600 aujourd'hui. Et la plus petite, c'est l'Évangile, où il y a une vingtaine d'hectares, 22. Donc voilà, ça vous donne le spectre de ces membres de notre famille qu'on essaye autant que possible de mener dans la direction dans laquelle il faut les mener vis-à-vis du terroir et de chaque millésime qui arrive. Ça, c'est le fil rouge, la filiation au terroir, la fidélité au sol, au lieu. On essaye de toujours partir de ce que nous donne à la base le lieu, oui. Et il y a quelques jours, vous avez acquis une nouvelle propriété, William Fèvre, en Bourgogne, à Chablis. Alors pour le coup, ce n'est pas une création comme les autres domaines, en dehors de Rieux-Sec et Lafite. Qu'est-ce qui vous a poussé... Et l'Évangile et du Armilon. Et l'Évangile du Armilon, oui, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet investissement ? C'est un endroit, Chablis, enfin moi je suis une amoureuse des vins de la Bourgogne et c'est un territoire que je connaissais plus comme dégustatrice et puis aussi par de nombreux voyages d'études que j'ai pu faire là-bas. Et c'est vrai qu'aussi on a depuis quelques années un vrai amour des vins blancs dans nos équipes. Mon père était un fervent amateur des vins rouges. Pour lui, le vin blanc, c'est presque pas un vin. Donc j'avais grandi en buvant plus de rouge avec lui. Et puis ces dernières années, un vrai travail avec toutes nos équipes, que ce soit à Rieussec, que ce soit aussi avec l'équipe de Duarmilon, de développer un vin blanc, une vraie envie d'aller vers cette connaissance des vins blancs. Et Chablis, pour moi, c'est un endroit incroyable qui reste encore assez vigneron, très familial. Et voilà, il y avait cette opportunité avec ce domaine qui est déjà très engagé dans une démarche environnementale, avec une équipe qui nous a séduites. Et on s'est dit, allez, on y va. La démarche environnementale, on y reviendra un peu après, parce que j'aimerais qu'on parle un peu quand même de l'histoire, de l'arrivée de votre arrivée au château et puis de l'histoire de Lafite. Ce n'était pas un projet personnel pour vous de reprendre Lafite derrière votre père. Vous aviez une autre vie professionnelle avant. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait avant ? On expliquer un petit peu. Et puis après, qu'est-ce qui vous a mené vers le vin ? Moi, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ? Je voulais raconter les histoires des autres. C'était vraiment mon objectif. Et à part ça, j'aimais écrire, j'aimais transmettre. Et c'est pour ça que j'avais commencé par avoir une carrière de journaliste. J'ai étudié le journalisme à Columbia, aux États-Unis. Mmh. Et avant cela, j'avais fait des études un peu plus sérieuses. Avant, c'est pas sérieux, le journalisme, c'est vrai que c'est... Non, j'ai fait une hypocagne et une cagne, donc une classe préparatoire en lettres et philosophie. J'étais en majeure philosophie. C'est les plus belles années de ma vie, même si je travaillais beaucoup, j'allais beaucoup à la bibliothèque, mais je faisais aussi beaucoup la fête. Et c'est des années géniales où on apprend à penser, on apprend à réfléchir. Exactement. Et à la suite de cette hypocagne et de cette cagne, mon père rêvait que je fasse Normal Sup. J'étais admissible à Normal Sup. Évidemment, par chance, parce que j'avais eu une très bonne note en histoire. Et j'ai pas été aux oraux. Et parce que je me sentais pas je me dis j'aurai jamais cet oral, et j'ai été aux oraux d'HEC où j'étais admissible aussi. Et je me suis dit j'irai à HEC parce qu'au moins on dira jamais que je serai pistonnée. C'est un diplôme sérieux, voilà, ça me donne quelque chose d'avoir fait ces études-là. Et pendant que j'étais à HEC, j'ai fait une année de césure en Argentine, dans un journal à La Nación, qui est un journal local. Et c'est là où je me suis dit j'aime ce métier, j'aimerais le regarder un peu plus, de plus près. Et donc, je suis restée un an et demi en tant que journaliste à La Nación. Je suis rentrée pour terminer HEC et je suis partie en études de journalisme après. À Columbia. À Columbia, aux États-Unis. Après, j'ai assez vite commencé à travailler au New York Times. J'ai travaillé pendant 4 années, notamment au bureau de Paris et puis en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et après, j'étais en freelance, j'ai fait différentes choses et c'est plus ou moins dans ces années-là que commencer à réfléchir à une transition. À une transition vers le vin. Et vous saviez quelque part que vous alliez travailler dans le vin ou pas ? Non, vraiment, ça mon père a été brillant et je trouve que c'est formidable. Il nous a jamais, à mes frères et moi, mis aucune pression pour reprendre. Pour reprendre, Lafite, c'est un endroit où on allait beaucoup, on passait beaucoup de temps avec lui et c'était un endroit magique, c'est un endroit de grands liens avec lui et moi c'est un endroit où j'ai appris à aimer le vin avec lui et avec les équipes et du coup en fait c'est venu assez tard. Moi j'avais fait ce stage à l'Évangile, j'avais fait des études un peu sérieuses et donc il m'a dit « Oh, tu pourrais quand même rejoindre notre conseil ». J'ai dit bon ok et tout, mais je faisais complètement autre chose. J'avais une autre carrière et puis un jour il m'a dit tu sais je commence à avoir un certain âge et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là et je lui ai posé beaucoup de questions. Je lui ai dit mais je pense que je suis pas la bonne personne.
Je ne suis pas sûre d'avoir la légitimité pour, je ne suis pas sûre d'avoir peut-être la colonne vertébrale, d'être une grande dirigeante et d'aussi, je voyais dans ces conseils d'administration, on parlait que de chiffre d'affaires et de résultats, et c'était moins mon univers à moi. Et donc, j'avais fait de la compta et de la finance, c'était pas mes meilleures matières, mais je savais un peu de quoi on parlait, mais c'était pas mon cœur de ce qui faisait battre mon cœur. Et il m'a dit, mais si, justement, ce sera très bien, tu verras. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut en revanche que je retourne à l'école, et j'ai fait ce BTS en formation adulte, en Viti-Eno. Et j'ai commencé à ce moment-là à travailler en tant que gérante à ses côtés, à passer beaucoup de temps dans les propriétés. Et il vous a passé le témoin progressivement. Oui, et d'une manière géniale. Donc vraiment, je lui suis très reconnaissante. Avec beaucoup de bienveillance. Et vos frères n'étaient pas du tout intéressés? Non, mes frères, ils sont très attachés au Médoc et à Laffitte. J'ai un grand frère qui y a passé du temps aussi, plus jeune, et mon petit frère, là, par exemple, vient de racheter une maison à Verteuil. Donc, ils sont très attachés au Médoc, mais le vin, ils aiment ça, mais ils m'ont laissé le vin. Et après, Laffitte, il faut savoir que c'est pas que à notre famille, c'est un domaine qui appartient à 6 branches de notre famille. Donc, on a quand Alors, même c'est ça qui est intéressant. Votre branche, par rapport aux moutons, les Rothschild de moutons, c'est quoi? C'est des cousins éloignés? C'est des cousins très, très, très éloignés. Non, c'est très éloigné par le fait qu'en fait, eux, ils sont à la base anglais. Et donc, en fait, je crois que ça remonte au 18e? Non, au 19e. 19e, aux années 1800 quelque chose. D'accord. Et vous êtes la branche française, c'est ça? Exactement. Et comment la famille acquiert Laffitte en 1868, c'est ça? C'est un certain James, donc votre arrière grand-père. Comment il l'acquiert, cette propriété? Qu'est-ce qui c'est une opportunité? Comment ça se passe? Il faut se dire, c'est 1868, c'est une époque où donc la famille Rothschild remonte en fait au ghetto de Francfort, où il y avait donc 5 frères qui sont partis dans différentes villes d'Europe pour développer des entreprises, notamment des banques, et c'était des entrepreneurs. Et lui était là-bas, il était du coup un peu un nouveau riche juif qui arrivait là, et au moins on m'a toujours dit en fait il a acheté Laffitte pour se donner un statut, une présence dans la haute société française, qui à l'époque était assez difficile. Et quand on lit Proust, on se rend compte de quel point c'était particulier. Et donc il a acheté Laffitte en se disant je pourrais servir mon vin à table. Et c'est quelqu'un qui avait un très fort accent, il se sentait peut-être pas forcément très français. Et je pense que c'est une manière de s'ancrer dans ce territoire qui était la France, et d'avoir des racines, je pense. J'ai toujours analysé comme ça. Et il va lui arriver quelque chose de tragique, c'est-à-dire qu'il va venir juste après le rachat. Il le rachète au tribunal. Il vient le 7 ou le 8 septembre. Il y a une trace qui dit dans un journal que... Et puis, il va mourir quelques semaines après. C'est ça. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai grandi, mon père m'a toujours dit, ouais, il est mort, et on ne sait jamais s'il est vraiment venu. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler, on a fait un travail il y a quelques années sur l'histoire de Laffitte et sur l'origine de Laffitte. Et j'ai travaillé avec un historien bordelais super là-dessus, et je lui ai dit, non mais il faut qu'on trouve une trace. S'il est venu, il y aura écrit quelque part. Et on a trouvé en fait une coupure de journal de 1868 qui disait qu'il était venu, et qu'il était venu en train. Ça s'arrêtait là, c'était pas très long, et qu'il était venu le 8 septembre. Et ensuite, on a recoupé. Ce qui est intéressant, on a la chance d'avoir beaucoup d'archives sur comment était menée la vigne pour chaque millésime. Et quand on regarde ces archives, on se rend compte que les vendanges étaient le 8 septembre. Donc il avait probablement été
informé de ça et il était venu du coup pour le les début des vendanges. Pour le début des vendanges. Donc voilà, c'était génial d'avoir cette trace parce que ça m'a permis d'avoir une image de lui là. Et voilà. Et après, sa veuve, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que sa veuve va venir, après sa mort, vivre à Laffitte, en fait. Oui, donc ça encore, c'est comme tout. Et elle va s'impliquer. C'est des choses, c'est des traditions orales que mon père m'a racontées et qu'on lui a racontées. Donc je pense qu'il y a une part de légende là-dedans, mais pour moi, c'est la vérité. Elle est venue donc passer son veuvage à Laffitte. La preuve en est qu'on a un très vieux papier à lettres avec un cadre noir qui est un papier à lettres de quand on est veuf, avec ses initiales, Betty de Rothschild Laffitte, qui est là. Et elle était absolument passionnée d'arbres, et c'est elle qui a planté toute une grande partie d'une forêt de chênes qui sépare les marais d'une partie de nos vignobles, et c'est elle qui les aurait plantés en partie. D'accord. Donc c'est pour moi aussi assez incroyable de me dire, elle a été la première à passer du temps et à s'impliquer et à être là. Donc, voilà. Et alors au fil du temps, c'est les générations suivantes qui prennent la direction de Laffitte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la propriété ne change plus de main. Elle traverse les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, qui va être un traumatisme quand même pour Laffitte, puisque c'est séquestré par Vichy. Les Allemands réquisitionnent le château. Et au milieu du personnel, il y a une personne formidable, qui est Gabrielle Faux, qui est l'intendante du château, et qui va permettre de sauver la cave. Est-ce que vous pouvez raconter ça? Parce que c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est une histoire, tout abonnement formidable. Donc elle s'appelait, nous on l'appelait Gabi. Moi je l'ai pas connue, mais elle est connue comme Gabi, et on a encore sur la propriété une maison qui s'appelle le logement de Gabi, dans lesquels vivent un certain nombre de collaborateurs. Et en fait, ce qui est fascinant de cette femme, c'est que sans s'en rendre compte, ou probablement en s'en rendant compte, elle a vraiment, en effet, protégé d'une manière incroyable partie des bouteilles. Ce qui est intéressant, c'est que mon arrière-grand-père, le baron Robert, lui, a fui aux États-Unis. Donc, mon grand-père était déjà prisonnier de guerre, mais il est parti avec ma grand-mère enceinte de mon père en voiture depuis Paris. D'accord. Et dans la voiture, il avait mis donc tous les éléments importants de la synagogue de Paris, qui sont donc la Torah, et il a mis ça dans la voiture, et ils se sont arrêtés à Laffitte avant de passer en Espagne et d'obtenir un visa, et ils ont traversé en bateau jusqu'au Brésil, et ils sont remontés aux États-Unis. Et il a donné ces éléments à Gabi, cette Torah, et il lui a dit, bon, ça, cache-le, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et cette citation géniale qu'elle a dit, elle a dit, vous inquiétez pas, je vais le mettre sous mon lit, les Allemands, ils viendront pas voir, je suis vieille. Et donc, elle a caché la Torah, de la grande synagogue de Paris sous son lit. Et elle a fait surtout quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y avait donc dans les caves l'ensemble des stocks. Et elle a eu l'idée de changer en fait dans les registres que l'ensemble des vins appartenaient à Élie et à Alain, qui étaient tous les deux prisonniers de guerre. D'accord. Et il y avait une convention je crois que c'est la convention de Genève, qui dit qu'on ne peut pas prendre des biens qui sont à des prisonniers de guerre. Et donc les Allemands n'ont pas touché à une grande partie de ces stocks, et une autre partie a été murée. Et déplacée pour être protégée. Donc elle a eu déplacée dans les pantalons des ouvriers. Ça, c'est, je ne sais pas quelle part de ça c'est une légende, quelle part est une réalité, mais en tout cas, il y a eu cette partie-là de la légende. Et ce qui est génial, c'est que cette Gabi, elle est restée vivre à Laffitte jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Donc, mon grand-père et mon grand-oncle sont arrivés en 1945. On a encore dans le livre d'or leur première arrivée après la guerre. D'accord.
Donc ils sont arrivés, ils ont été libérés. Mon père a rencontré son père pour la première fois à 5 ans, quand il est rentré donc, des États-Unis. Et ils ont été à Lafite. À l'époque, ils racontent qu'ils mangeaient des grenouilles, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et ils ont écrit donc, dans le livre d'or leur passage. Et ils ont donc rencontré Gaby, qui est resté un membre de la famille jusqu'à la fin de ses jours. Et l'équipe raconte toujours, que ce soit Charles Chevalier ou Éric, que c'est quelqu'un dont on devait beaucoup mieux s'occuper que les autres. Et elle avait son jardin et elle demandait au chef de culture, il y a un peu d'herbe dans mon jardin, est-ce que tu peux venir la tondre? Et le chef de culture l'envoyait balader et elle disait attention, sinon j'appelle le baron. Et évidemment, du coup, la famille lui a été extrêmement reconnaissante jusqu'à la fin de ses jours pour ce qu'elle a fait. Et son histoire, et il y a toutes les lettres qu'elle envoyait. C'était, je crois, la belle-fille du régisseur qui faisait les contes. Et donc on a tous les échanges de lettres avec lui. Et donc c'est des éléments d'histoire qui permettent de comprendre aussi comment ces domaines pendant les guerres étaient en fait menés et gérés par entre autres les femmes et les retraités, les personnes qui avaient été en fait avant dans les domaines et qui finalement restaient et revenaient pour s'occuper des... Pendant les guerres, les femmes ont eu un rôle majeur dans les propriétés, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous, le fait d'être une femme à la tête de Lafite, comment est-ce que vous l'avez appréhendé de manière particulière ou pas du tout? Est-ce que c'est une non-actualité ou un non-sens? Ou est-ce qu'il y a toujours est-ce qu'il y a toujours une posture genrée en fait par rapport à que vous devez avoir ou pas, ou que vous avez inconsciemment dans l'esprit quand vous dirigez Lafite? C'est pas facile de répondre à cette question parce que je pense que quand on s'occupe d'une entreprise familiale, on est assez protégé de ce regard-là. Dans mes précédents emplois, notamment dans le journalisme, c'est vrai que c'était beaucoup plus quelque chose frontal. Dans le fait d'une entreprise familiale, vous avez en fait peut-être une bienveillance, mais en tout cas, moi, j'ai toujours senti comme, en fait, faut que tu sois super forte et que tu aies une vraie légitimité et il faut rien montrer qui pourrait faire qu'on pense que tu es moins légitime parce que tu es une femme. Mais après, en commençant à m'occuper de ça et en regardant un peu comment les différentes personnes sont et en rencontrant différentes personnes, je pense qu'aussi il n'y a pas vraiment de besoin de force, il y a un besoin de s'adapter et d'observer et de très bien comprendre l'humain pour savoir pour gérer. prendre des bonnes décisions. Oui. Alors, vous arrivez en 2018, c'est ça, 2018? Oui, enfin j'étais déjà là, mais en vrai, Voilà, officiellement, c'est 2018 que vous prenez la suite de votre papa. Et la même année, vous lancez un projet d'ouvrage qui est absolument incroyable. C'est cet almanach, vous voyez un peu la taille, il est magnifique et il raconte 150 ans, millésime par millésime, de l'histoire de Lafite. Et avec des photos, avec des textes remarquables, énormément. Enfin, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Il y a des cartes postales, il y a l'équipe de foot de Lafite en carte postale là, en millésime 2000. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a touché même particulièrement, c'est le texte que vous écrivez au début. Il y a votre père qui prend la parole au début, après vous. Il y a un long texte où vous à la fois didactique, où vous expliquez le fonctionnement de cet almanach, ce qu'on va y trouver, la météo, et puis petit à petit, vous évoluez dans votre écriture et en fait, vous expliquez comment vous vivez à Lafite, à Ancéan. Tous les matins, vous êtes dans les vignes, vous regardez vos vignes, vous essayez de comprendre le végétal, vous comprenez le sol. D'ailleurs, c'est aussi cet engagement vers l'environnement, la démarche environnementale, vous l'amenez par ce biais-là. Et c'était assez intéressant. Enfin, moi, j'ai été touché parce qu'en fait, quand de loin, on se dit, bon, bah oui, c'est une fille Rothschild qui reprend la propriété, c'est une héritière qui reprend la suite. Et en fait, là, j'avais la parole d'une vigneronne qui a fait son BTS, qui a fait ses armes, qui vinifie, qui parle au quotidien, qui est dans les vignes, qui marche, qui arpente, qui observe, qui stresse. Et il y a tout ça dans ce texte. Et c'est un texte de vigneronne, c'est pas un texte
d'héritière, et je vous invite à le lire, parce que c'est touchant. Vraiment. Et vous aviez besoin de faire ce livre dès votre arrivée? C'est un livre, en fait, c'est un livre utile. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'occuper de Lafite, je cherchais toujours des informations sur chaque millésime, parce qu'on passe quand même du temps à déguster les vins, à vouloir s'en rappeler, à vouloir avoir des images et une vraie compréhension. Et je pense que moi, j'ai un vrai besoin de comprendre les choses et de creuser et d'observer. Et donc, j'avais peut-être besoin de le faire, mais aussi besoin de comprendre l'histoire de Lafite. Et donc, dedans, il y a aussi beaucoup d'entretiens, que ce soit avec des vignerons qui étaient là dans les années 50, avec Jean Crété qui était donc le directeur de Lafite dans les années 70 à 80, et de pouvoir aller les voir et parler avec eux et leur dire mais c'était comment, et explique-moi. Et il y avait une garderie, il y avait les enfants étaient là dans la vie, enfin de comprendre que c'est un lieu de vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est particulier dans Lafite, c'est que comme c'est un premier grand cru et le monde du vin a beaucoup évolué, mais c'est assez récent. Si on réfléchit, c'est vraiment à partir des années 80 qu'il y a cette espèce de sacralisation des vins et cette envolée des prix qui font de ces endroits-là des lieux inatteignables. Mais c'est vrai que pour moi, dans mon enfance, Lafite, c'était un lieu de vie où dans la cour, il y avait des vignerons qui vivaient là, où il y en avait un qui avait sa moto. Et c'est vrai que j'arrive en 2018, j'arrive à ce moment-là où cette propriété, elle a un côté complètement sacralisé et une vision où j'avais envie de une image, et j'avais envie de montrer que Lafite, c'était pas que ça, c'était toutes ces personnes, toutes ces vies, et voilà, et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, chaque vigneron qui travaillait là, il avait du vin tous les ans, mais aussi des pommes de terre et des oignons du jardin, et ses enfants étaient à la garderie là, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, même si aujourd'hui, évidemment, on est dans cet univers et dans cette économie des vins qui est totalement incroyable et déconnecté de la réalité de la moyenne des gens, d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, ce livre, il cherche à montrer aussi cela. Il le montre très bien, parce que on a le nombre de photos d'équipe, le personnel, les carnets de dégustation, les notes de météo, tout est là. C'est un ouvrage absolument incroyable sur la vie d'une propriété, effectivement, sur 150 ans. Ça donne le sentiment, cet ouvrage, que vous vouliez, en compilant toutes ces données, arriver avec une certaine légitimité de compréhension de Lafite, en disant voilà, j'ai tout ça et maintenant ça va être mon outil de travail. C'est un peu l'esprit que ça donne, en fait. C'est peut-être dans le vin encore plus que dans d'autres métiers. Il y a la jeunesse, et souvent on dit il est jeune, on l'a vu pas plus tard que la nomination de notre nouveau Premier ministre, et dans le vin, c'est vraiment important, parce que, et moi j'en suis convaincue, plus on a d'expérience, plus on a de bouteilles, plus on a de millésimes, plus on a vu de choses, et donc l'expérience est essentielle. Et moi je ne l'avais pas, et faire ça m'en a pas donné, ne vous donne pas une expérience terrain, et maintenant ça fait avec Eric Kohler qui est arrivé en même temps que moi en 16. Ça fait depuis 2016, donc 16, 17, 18, 19, ça fait 8 ans. 8 millésimes qu'on est là, et c'est beaucoup, mais c'est rien. Et en fait, c'était peut-être ça que j'essayais de dire. C'est une belle manière de transmettre l'histoire de Lafite, en tout cas. Et alors, depuis votre arrivée, il y a un moment justement dans votre texte, vous dites, je crois que c'est votre grand-oncle Élie, le baron Élie, qui arrive après la guerre, il faut tout reconstruire. Et lui, sa génération, c'est la reconstruction. Votre père, quand il arrive, il prend la suite, et lui, ça va être l'innovation.
Vous dites ça, il arrive avec toutes les nouveaux process œnologiques, toute la technologie qui va débarquer en même temps que lui, et donc il met Lafite à la pointe au niveau de l'innovation. Et vous dites, je suis la génération de la protection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que pour vous la protection de l'environnement? Mais je pense que dans nos métiers, enfin vous le vivez tous, on est aujourd'hui bombardé par des informations assez anxiogènes, notamment sur le réchauffement climatique et l'impact que ça aura sur notre planète. Et nous, notre métier, en fait, c'est notre jour le jour, la nature. Donc on est encore plus en lien avec ce message et on l'entend encore plus clairement. Et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité très heureuse, mais aussi assez anxieuse. Et donc, tout ça fait que peut-être aussi par mon âge, je me suis assez vite dit il va falloir qu'on protège ce qu'on a parce que c'est tout ce qu'on a. Et le fait de pouvoir, dans ces endroits-là, produire du vin, c'est ce qui fait qu'on existe. Et donc, comment on fait pour cultiver ça et pouvoir le transmettre à la génération d'après? Et je n'ai pas la solution. On a des pistes, on y travaille, on pense avoir un certain nombre de curseurs et de choses qu'on peut faire pour protéger nos vignobles, ou en tout cas anticiper et analyser les risques auxquels ils sont confrontés. Et c'est des risques très différents selon l'endroit où on est dans la planète. C'est ça. Mais voilà, c'est pour moi, c'est mon travail, c'est le rôle le plus important que j'ai à avoir. C'est ça. Et donc là, déjà, ce travail a déjà commencé depuis votre arrivée. C'est-à-dire que vous avez passé en conversion bio, voire avec des essais en biodynamie, dans les vignobles que vous gérez. Et qu'est-ce que vous expérimentez d'autre? Alors, l'ensemble de nos vignobles français aujourd'hui sont ou en conversion ou convertis. Lafite sera donc certifié en 24, donc cette année. D'accord. Et c'est pas parce qu'on croit particulièrement que les règles qui conduisent l'agriculture bio sont mieux que les autres. Il y a parfois certaines choses où on peste contre des réglementations et on espère et on cherche à aller beaucoup plus loin que ces règles-là. Mais ça nous a paru, en tout cas, avec la viticulture bio nous a paru une piste importante à prendre. Le fait d'être certifié, si on ne s'appelait pas Lafite, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on est très regardé. Et je pense qu'avec ça, et puis, en fait, c'est dire, mais en fait, on a une certification, donc on ne vous ment pas, on a la preuve et on est dans ce cadre-là et dans ces règles-là qui régissent cette certification. Donc ça, c'est sur le bio. Et la biodynamie, c'est bon, j'imagine que les personnes ici savent plus ou moins ce que ça veut dire. Oh, certaines, oui, je pense. Enfin, j'espère. On a un public qui est très large, donc c'est soigner la vigne avec des plantes, avec des tisanes et des dynamisations. Voilà. C'est apprendre à la vigne, c'est donner un message à la vigne pour qu'elle puisse se défendre mieux toute seule. Et c'est vrai que au début, quand je suis arrivée en 2016, c'était des choses que j'avais regardées, que j'avais étudiées, enfin en lisant Steiner, en regardant, en dégustant des vins. Et on a eu une conversation avec Eric et à l'époque avec Manuela Brando qui s'occupait de la recherche et du développement. Si on doit faire de la biodynamie à Lafite, comment on fait? Parce que voilà, Lafite, c'est 100 hectares, on a du Armilon, c'est pas un domaine familial où c'est moi qui peux me réveiller et faire ma tisane à 5h du matin le bonjour du calendrier Maria-Thune. Malheureusement, et heureusement, mais enfin, on a une... Et donc, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire une étude et de faire une analyse. Et puis aussi, on est à Pauillac et dans le Médoc, et puis de manière générale chez nous, assez scientifique. On aime les preuves. On aime quand on voit les choses. Et donc, on s'est dit, à partir de 2017, on va faire un essai comparatif avec des bandes en bio et en biodynamie pour voir quel est l'impact et l'effet d'un certain nombre de ces traitements. Et voilà, aujourd'hui, Manuela a fait une thèse sur l'impact de la biodynamie.
ce qui est intéressant, c'est que d'une année à l'autre, le résultat varie. D'accord. Et on a hâte de voir ce que tout cela révélera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit des différences sur la capacité de la biodynamie à maintenir une certaine acidité, sur une certaine captation des minéraux. On voit des choses et elle voit et ça se traduit dans les vins. Choses. Dans les vins, je pense que c'est au-delà de ça. Dans les vins, je pense que c'est déjà le fait d'avoir, avec toute l'équipe, eu cette démarche en bio et de faire ces études en biodynamie. C'est ce qui marche, c'est d'observer sa vigne et d'y aller. Tout à fait. Et d'y passer du temps. Et je pense que c'est ça le plus important et c'est ça qui se reflète surtout dans les vins. Et en ce qui concerne le réchauffement climatique, vous faites des essais sur des cépages différents ou des modes de taille, des choses comme ça? On travaille beaucoup là-dessus, notamment à l'Évangile, qui est à Pomerol. Pomerol étant l'appellation la plus chaude de Bordeaux et où il y a des vraies questions d'équilibre. Et surtout avec le merlot. Et exactement. Donc dans un cas comme ça va être en effet des essais de palissage par rapport à l'évapotranspiration. Ça va être aussi des questions de vignoble, de proportion de Cabernet Franc. De venir regarder ce genre de choses. Et puis à Lafite et aussi à Rieux-Sec maintenant, on a des parcelles de conservatoire et d'expérimentation. À Lafite, ça s'appelle la parcelle phare, la parcelle d'adaptation au réchauffement, où on a pour objectif de planter un certain nombre de cépages à regarder, que ce soit des cépages résistants, des cépages qui ne sont pas autorisés dans la région. Et puis c'est aussi là où on va regarder notre sélection massale du plateau de Lafite qu'on est en train de développer depuis maintenant plus de 4 ans. D'accord. Ah, c'est pas mal. Et alors, au-delà de Lafite, est-ce que les premiers crus classés, parce qu'on parlait tout à l'heure de justement la sacralisation du nom, du positionnement d'un premier cru comme Lafite dans le monde du vin, est-ce que justement le rôle des premiers crus classés est de donner l'exemple à la viticulture ou être moteur, apporter des réponses? Est-ce que c'est aussi ça aux autres vignobles, au niveau de la région, par exemple, au niveau de Bordeaux? Est-ce que les premiers doivent être des satellites complètement autonomes ou est-ce qu'ils ont leur rôle à jouer là-dessus, sur l'innovation, au niveau économique et même sociétal d'ailleurs? C'est une très bonne question et je pense qu'elle est d'actualité aussi, étant donné la situation de Bordeaux aujourd'hui. Je pense moi je pense que oui. Je pense qu'on a évidemment on a de leçons à donner à personne parce qu'il y a des très très bons vignerons partout à Bordeaux et ils savent très bien faire leur travail. Mais en revanche, il y a une question de moyens, notamment sur les recherches. Typiquement, c'est vrai que il y a quelque chose, les gens ne sont pas forcément au courant, mais il y a une structure qui s'appelle le Club des Neufs qui fait des études ou de la recherche. Et typiquement, c'est des choses qui pourraient financer des thèses et des choses comme ça. Donc typiquement là-dessus, est-ce que ces thèses-là devraient être partagées et pourquoi pas et en effet, en tout cas, nous, on est plutôt ouvert au dialogue avec l'ensemble de la viticulture. On a aussi peut-être cette particularité versus les autres premiers grands crus, c'est qu'on a aussi des vignobles dans des régions de Bordeaux qui sont plus difficiles. On a un vignoble dans l'Entre-deux-Mers où voilà, on fait un vin délicieux qui s'appelle Château Paradis Casseuil qui est à moins de 20 € sur table. Et donc on a aussi, et moi c'est ma conviction profonde et c'est ce que j'ai envie que DBR Lafite soit, la possibilité de faire des très grands vins avec des approches qui ne sont pas forcément celles d'un premier grand cru. Et ça, on en est absolument convaincu et on a envie d'avoir ce dialogue-là et il est très important. Comment, justement, vous regardez la crise que traverse Bordeaux? Comment vous l'analysez, vous, depuis Lafite, mais aussi depuis la propriété de l'Entre-deux-Mers, finalement, ou de l'Évangile? Comment vous l'observez? Je pense pas. Enfin, on le voit dans ce livre-là. Bordeaux a connu beaucoup de crises, mais voilà, c'est pas forcément une excuse parce que si on se met derrière ça, on se dit Bordeaux se relève toujours. Et c'est vrai que moi, mon père me raconte toujours. Et qu'en 75, il est arrivé et au bout d'un an, il est allé voir
la personne avec qui il travaillait disait c'est normal qu'on n'ait pas vendu une bouteille de l'année. Et il faut se rendre compte que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 74, 75 et ces années-là. Et donc, voilà, il y a cette historique des cycles. Donc, Lafite aussi a eu une période où on n'arrivait pas à vendre une quille. Mais Lafite n'a pas gagné d'argent et en perdait jusqu'aux années 80. Enfin, c'est bien de le rappeler parce que... Ouais, c'est pour ça, c'est des histoires. Le monde du vin, c'est une histoire récente, que ce soit vu comme cette aura-là. Même si maintenant, 40 ans, ça peut paraître beaucoup d'années, mais c'est vrai qu'il y a Bordeaux aujourd'hui, beaucoup parlent du fait que ça a été beaucoup planté et beaucoup développé, et qu'aujourd'hui la taille du vignoble est peut-être une partie excédentaire par rapport et peut-être une partie de la question. Je pense qu'au-delà de la taille du vignoble, c'est la question de pouvoir raconter les vins et parler de vins incarnés et de parler des personnes qui sont derrière ces vins. Et je pense que ça, c'est important à Bordeaux. Et le fait d'avoir été journaliste, d'avoir eu cette vie professionnelle, qu'est-ce que ça vous a donné comme regard sur le vin et sur la propriété ou sur les propriétés? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez une perception différente des choses de par votre parcours de journaliste? Ça fait qu'on pose beaucoup de questions. Voilà, je pose beaucoup de questions et je fais beaucoup de fact-checking. Je vérifie toujours les faits. Les informations. Et après, ça vous donne une capacité d'observation, je pense, et d'analyse. Et dans nos métiers, c'est important. C'est important de prendre le temps de pas toujours suivre les premières intuitions, de vraiment bien analyser les choses, aussi de parler à tous les interlocuteurs qui sont impliqués. Donc parfois, dans la manière dont je travaille, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de travail collectif, mais je pense que c'est important pour savoir prendre les bonnes décisions et les bonnes voies, surtout dans des moments particuliers comme ceux qu'on vit actuellement, en ce moment. Là, on voit depuis tout à l'heure, on voit des images des différentes propriétés du groupe. Vous y allez régulièrement? Comment ça se passe? Je suppose que c'est plus facile d'aller à l'Évangile ou à Riosec que d'aller à Los Vascos, mais comment ça se passe? Alors, comment ça se passe une semaine comme celle-ci, par exemple, ce matin, on a fait l'assemblage du Armilon. Oui. Hier, j'étais au bureau de Bordeaux, qui est notre siège, où on a Cours du Médoc, exactement, où on a toutes nos équipes commerciales, financières, comptabilité, l'image, toutes ces personnes-là. Demain matin, je vais à l'Évangile, jeudi, je vais à Riosec, et vendredi, je suis à Lafite. Alors, vous faites le tour. Et voilà, donc je fais beaucoup de voitures, j'écoute beaucoup de podcasts, du coup, et notamment ceux de France Culture et de France Inter. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais une fois par an au Chili et une fois par an dans notre propriété en Argentine. D'accord. Et après, on a des personnes surtout extraordinaires dans tous ces endroits et qui, j'espère, les mènent comme si c'était les leurs et sur qui on compte beaucoup. Ça, c'est important. Et parce qu'on parlait du journalisme, mais la viticulture, c'est une affaire de temps long. On en a parlé un peu avec l'Almanach. Est-ce que c'est un rythme dans lequel vous vous inscrivez pleinement? Ce temps long, justement, ce regard qu'on doit avoir toujours très loin devant. Vous vous sentez à l'aise par rapport au métier de journaliste où, justement, on est dans l'actualité? C'est complètement différent. Je trouve ça assez rassurant, en fait, ce temps long. Ah oui. Oui. Je trouve ça rassurant parce que ça a un côté où parfois on... après, ça ne veut pas dire on repousse ou mais on dépend déjà d'une temporalité qui est plus grande que nous, qui est celle de la nature. Et quand on a envie de prendre une décision sur un vignoble, ce qui est incroyable, c'est que en fait, ça prend 3 ou 4 ans, une décision. Si on décide que il faut mettre du Cabernet Franc sur cette parcelle à l'Évangile, on saura si c'est bien dans 4 ans et on va avoir le temps de mûrir cette réflexion et de le regarder, et de le travailler en collectif et de réfléchir. Et donc c'est assez rassurant. Ça ne veut pas dire que on ne sait pas réagir et qu'on n'est pas. Tout à fait. Oui. C'est plusieurs temporalités en même temps, en fait. Oui.
Et puis il faut avoir le pouls sur notre époque. Mais ce temps-là, en fait, il avance quoi qu'il arrive et il ne dépend pas de nous, donc je le trouve assez rassurant. Et d'ailleurs, vous avez de jeunes enfants. Et quand vous prenez des décisions, vous pensez à eux, vous pensez à la génération future. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que, pas systématiquement, mais c'est vrai que planter une vigne, c'est dans 20 ans qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Ouais, c'est intéressant. Quand je prends des décisions de travail, pas forcément, je pense pas forcément à eux, mais quand je prends des décisions de vie ou quand je vois la manière dont va notre planète et que là, je pense beaucoup à eux. D'accord. Et comment vous pensez la FIT? Parce que là, il y a l'almanach, donc on voit une succession de millésimes. Mais pour vous, l'histoire de la FIT, vous la traduisez comment? Par des vins anciens que vous avez goûtés? Ah tiens, tel millésime, c'est telle histoire, c'est tel témoignage. Comment vous le visualisez, l'histoire de la FIT? C'est des anecdotes, c'est des millésimes. Comment ça se passe dans votre tête? Je sais pas trop comment... Pas facile comme question. En fait, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on goûte un vin, on se projette, on imagine, on essaye d'imaginer qu'est-ce qui se passait. Et ce qui est fou, c'est que on a la chance d'avoir ces archives-là. Donc parfois, on trouve des informations et on comprend que voilà, à cette époque-là, en fait, on a fait une lettre à telle personne. Donc ça ancre et ça dessine un peu une réalité du millésime. Et après, il y a un truc, il y a des choses intéressantes, c'est que les personnes à l'époque racontaient par leurs mots ce qui se passait cette année-là. C'est aussi Tastelloton qui a fait ce travail-là. De l'air du temps. De l'air du temps, qui est un livre que j'ai beaucoup lu pour écrire ce livre-là, qui raconte chaque millésime par son climat. Oui. Et donc, pour moi, c'est aussi ça, l'histoire. C'est un peu, est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il a fait beau, est-ce qu'il a fait chaud. Et donc, quand on pense à ça, on se rappelle en fait de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Il a grêlé le lendemain de la Coupe du Monde de foot. Et donc, on se souvient... En fait, on se souvient par le climat, je pense. Oui. En tout cas, des 8 derniers millésimes où j'étais là, je me souviens par le climat. Ça, c'est intéressant. Et vous vivez en face de la FIT, de l'autre côté de la route, dans le lieu-dit Enseillant. Et Enseillant, c'est devenu depuis quelque temps le 3e vin, c'est ça, de la FIT, et qui va être dégusté d'ailleurs ce soir. Vous allez pouvoir déguster Enseillant, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Enseillant va être proposé ce soir. Et c'est vous qui avez lancé cette cuvée? Alors non, c'est un vin qui existait bien avant nous. Ouais, mais qui n'était pas réservé, qui n'était pas commercialisé. Non, c'est un endroit en tout cas qui existait et qui était là. Et c'est vrai que avec l'équipe d'assemblage de la FIT, ça faisait depuis 2014 qu'on se posait des questions sur le terroir de la FIT, notamment qui ont ouvert aussi au fait qu'on ait fait un vin blanc à Duarmilon. Parce que le vin blanc de Duarmilon est entre autres fait sur ces terroirs d'Enseillant. Ces terroirs de ce côté-là de la route. Et en étudiant en fait le terroir de la FIT et aussi en se posant des questions par rapport à comment aussi travailler Caruade et travailler nos vins, on s'est dit en fait ce serait intéressant de faire un vin qui soit peut-être plus facilement appréhendable jeune ouais. Et qu'on pourrait proposer pour donner une image un peu différente de Bordeaux. Nous, on le vendrait à un prix qui le rendrait plus accessible, parce que c'est vrai que suite à évidemment cette envolée des prix récente, on avait envie d'avoir aussi une expression de la FIT un peu différente. Et en faisant tout ça, on a identifié en Enseillant ces terroirs-là qui permettaient de produire, ce sont des terroirs un peu plus tardifs qui permettent de produire des merlots plus frais. Ces terroirs plus frais et donc ces merlots-là, et on s'est dit ce serait intéressant. On a fait des essais et petit à petit s'est dessiné en fait ce vin. Et j'espère que vous allez l'aimer. Je crois qu'il y a Ossières et Rieux-Sec, non, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Ossières? Parce que c'est en Languedoc.
Absolument. Donc, Haussière, c'est un vignoble des Corbières qui est dans le massif de Fontfroide, qui est un territoire assez particulier des Corbières parce qu'il est froid. Fontfroide, c'est parce qu'il y a du vent frais qui arrive de la mer. C'est ça. Et c'est un endroit où mon père est allé dans la fin des années 90 et on a racheté Haussière en 99 et avec la volonté de développer cet endroit et le vin qu'on va déguster aujourd'hui, c'est Altan d'Haussière qui est du coup un vin qu'on a développé avec l'équipe qui raconte cet endroit et son terroir et son expression qui est un peu particulière. On peut penser dans les Corbières, dans le Languedoc, à des vins qui vont être extrêmement puissants et chauds. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un endroit où on garde une fraîcheur hallucinante dans les vins et une vraie vivacité. Et donc c'est un super endroit. Bon, on va goûter tout ça. Et alors, est-ce que vous avez un millésime qui vous a ému particulièrement, qui vous a aidé à comprendre la FIT? Comme ça, un millésime clé. Alors, je sais que vous avez goûté le 1868, il me semble. Oui. Alors peut-être que c'est celui-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres millésimes, ou un millésime en particulier qui vous a dit c'est ça la FIT, par exemple? C'est intéressant comme question. C'est vrai que moi j'ai grandi avec une transmission du vin par mon père qui était de boire beaucoup des vins très vieux. Oui. Et bon, c'est une extraordinaire chance et j'imagine qu'il y a plein de personnes ici qui sont étudiantes en vin et qui n'ont pas cette chance. Mais donc mon premier contact avec le vin, c'était ou des vins très vieux ou on buvait à chacun de nos anniversaires le vin de notre année. D'accord. Et donc moi je suis née en 87, ce qui est une très mauvaise année. Mais qui est une année qui raconte ce qui s'est passé en 87. Et quand vous écoutez Jean-Michel Rambaud, qui est une personne qui est chez nous depuis 87, c'est la première année où il était là, il part à la retraite cette année, donc ça fait 36 ans qu'il est à la FIT. Il raconte la pire année, c'était 87. Donc il a toujours raconté ça et donc voilà, j'ai aussi grandi en voyant les vins évoluer parce que je voyais donc le vin de mon grand frère qui est né en 85 qui était très bon, donc tout le monde disait toujours que c'était incroyable, que c'était un vin extraordinaire. Et Pietro, mon petit frère, est né en 91, donc année de gel, demi-récolte, mais très beau vin dans son jeune âge et c'est encore un super vin. Donc voilà, on avait trois expressions et trois vins qui grandissaient et qui nous permettaient de voir aussi année après année comment avance un vin et les cycles du vin. Et ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire. C'est que typiquement 85, c'est un millésime qui va être très très grand il y a 4 ans. Après, on va se dire il est en train de descendre, mais il remonte et donc voilà, ça montre. Les grands Bordeaux, c'est cette magie-là, hein, c'est-à-dire cette capacité à vieillir et puis à varier. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la FIT. C'est aussi cette capacité à vieillir, qui pour moi vient aussi du Cabernet Sauvignon principalement. Et puis peut-être certains de ces millésimes comme 85 ou comme 96 qui étaient un peu récoltés en sous-maturité et qui avaient ce côté, cette fraîcheur tendu. Et cette tension. Aujourd'hui, c'est des vins extraordinaires. Donc c'est en fait pourquoi aussi est-ce que je pense qu'il faut qu'on œuvre à garder cet équilibre dans les vins vis-à-vis des températures qu'on a, c'est pour que ces vins aient une grande capacité de vieillissement et qui puissent raconter des histoires dans très longtemps. Et après, ce qui est intéressant par rapport à cette question de boire des vieux vins, c'est qu'aujourd'hui, on est des générations, et les générations qui viennent après moi encore moins, on n'a pas la place de garder des vins, on n'a pas de cave. Ça, c'est une vraie question par rapport aux consommateurs. On n'a pas forcément l'envie. Et donc, pour moi, c'est un des vrais enjeux qu'on a, nous. C'est comment quelqu'un qui n'a pas forcément, bien sûr, les fonds pour acheter ces vins-là, ou la connaissance, ou l'endroit pour le stocker, peut-être une fois dans sa vie. Peut-être que c'est quand un de ses enfants naît ou quand il veut faire un cadeau à quelqu'un, en fait, il saute le pas d'acheter une grande bouteille et il attend 18 ans pour l'ouvrir, ou il attend 25 ans et il peut faire ça. Et ce temps très long et ce moment de transmission pour moi, ce qui est magique, c'est que c'est complètement en contradiction avec le monde d'aujourd'hui où vous tapez sur votre téléphone et vous avez le lendemain quelque chose qui arrive par la poste. Et là, c'est attendre, c'est avoir la patience et j'aimerais réussir à pouvoir transmettre ça. C'est une belle ambition. Traverser le temps. Mais merci Saskia,
C'était un vrai plaisir. Le temps file à une vitesse dingue. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. Et on va passer aux questions. Donc si on peut rallumer la salle, ça serait pas mal. Merci infiniment pour la qualité de votre écoute. Vous allez avoir un micro en mousse cubique. Attends. Et donc vous levez le doigt pour ceux qui veulent poser des questions et on va vous envoyer, on va faire du lancer de micro en mousse. Donc qu'est-ce qu'il y a des questions? Ah, là, il y a quelqu'un là. Loïc, juste 5e rang. Là. J'ai vu. N'hésitez pas à parler proche du micro et à vous faire des passes pour repasser le micro d'un bout à l'autre de la salle. Vous êtes prête? Bonsoir, Madame Saskia de Rothschild. Je suis étudiante en alternance chez un négoce bordelais, les vins de cru. Peut-être que ça vous parle. Et ma question, c'était par rapport à votre acquisition de ce domaine chablisien. Est-ce que vous allez revoir une partie de la distribution, peut-être le faire passer par la place de Bordeaux, comme on voit de nos jours beaucoup de vins étrangers qui maintenant passent par Bordeaux. Donc voilà, ma question, c'était par rapport à ça. Merci pour la question. Alors, c'est pas d'actualité pour l'instant. L'idée, c'est d'apprendre de ce territoire de Chablis par leur viticulture, mais aussi par leur distribution et de voir comment ils travaillent eux aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Allons. Ah, là-haut, il y a quelqu'un, un monsieur, tout en haut. Allez-y, lancez. Hop, voilà. Formidable, merci. Oui. Dans le micro. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première, c'est que vous disiez tout à l'heure que selon les pays, les risques étaient très différents les uns des autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et ma deuxième question, c'est qu'à l'étranger, est-ce que les vins que vous développez sont aussi prestigieux qu'en France, ou avez-vous une politique de diversification différente de celle de la France? Alors, merci beaucoup pour ces 2 questions. Donc, la première sur les risques. Donc, on a travaillé à faire une cartographie des risques vis-à-vis du climat, qui donc regarde principalement la sécheresse. La sécheresse, aujourd'hui, c'est quand on n'a pas l'irrigation, c'est le premier ennemi du viticulteur. Et plus que la chaleur, en fait, aujourd'hui, le vrai sujet qu'on a à Bordeaux, c'est ce risque de sécheresse. Après, il y a le gel. Étant donné que le cycle de la vigne change, s'il fait chaud plus tôt, on se retrouve en mars avec déjà une plante qui est plus développée. Et donc là, le gel peut frapper d'une manière plus violente. Et donc on a plus d'épisodes de gel qui sont négatifs depuis ces dernières années, de gel de printemps. Donc ça, c'est un risque. Il y a évidemment le risque des incendies, typiquement au Chili. C'est un des risques, c'était celui des incendies, qui est aussi maintenant en France. Et évidemment, risque de maladies ou de ravageurs qui peuvent être très différents selon les territoires dans lesquels on est. On peut se retrouver en Chine avec une situation qu'on n'a jamais connue, et donc faire des recherches et aller regarder dans d'autres vignobles pour essayer de comprendre. Donc voilà, ça peut être extrêmement varié, et selon les endroits, en fait, on se rend compte que voilà, on est plus à risque sur une chose qu'une autre, selon où on va dans le monde et notre vignoble. Donc ça, c'est pour votre première question. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées par potentiellement faire des stages, on a un programme de stage très intéressant chez DBR, où vous êtes en stage donc d'abord à Pauillac avec notre équipe recherche et développement, et notamment un travail sur toute la question, si vous êtes en école d'ingénieur
ou d'agro, toute la question des parcelles de vignes et de leur adaptation. Et puis la possibilité d'aller dans un autre. Souvent, nos stagiaires vont après au Chili pour faire une vinif, ou certains vont en Chine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes à la recherche d'un stage, c'est toujours, toujours une belle expérience. Pour la deuxième partie de votre question, on est pas du tout dans tous les pays avec la même approche ou stratégie. J'en ai parlé, on a par exemple au Chili un vignoble assez étendu qui produit des vins, qui produit un vin assez haut de gamme qui s'appelle le 10, mais qui produit aussi un vin plus entrée de gamme dont l'objectif est d'être vendu entre 10 et 15 euros. Donc voilà, on a vraiment c'est ce que je disais, on a cette volonté-là dans nos domaines de pouvoir avoir ce prisme-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout en haut. Alors, attendez, il y en a un monsieur là et un monsieur. Allez-y. J'ai le privilège de la proximité. Désolé. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, bravo pour votre engagement. Voilà, c'est très instructif. Moi, je suis chef d'entreprise d'une petite PME très vieille depuis 1880 dans le Médoc, très engagé aussi sur les enjeux de l'urgence climatique et du développement durable avec des enfants qui peuvent effectivement avoir un avenir inquiétant. Du coup, ma question ou le partage que je voulais avoir avec vous, c'est sur la question de la position finalement de l'économie par rapport à ces enjeux du réchauffement climatique. On peut partager ou pas d'ailleurs un constat qui est qu'on a une économie néolibérale qui met le vivant au service de cette fameuse économie, notamment d'un enjeu qui est l'enjeu capitalistique. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui est fortement capitalisée avec des niveaux de rentabilité qui sont absolument exceptionnels et je vous en félicite. Donc cette question économique, elle ne peut pas ne pas vous préoccuper. Vous l'avez cité à travers les conseils d'administration que vous avez vécus. Il y a des enjeux liés aussi qui sont sur la question de la gouvernance. Vous avez parlé de la transmission de l'entreprise et la question des enfants. Qu'est-ce que vous pensez finalement des modèles alternatifs de transmission qui remettent justement la question de l'humain et de l'environnement au cœur du dispositif ? Alors on va citer Patagonia pour les choses qui sont les plus connues. En France, il y a d'autres modèles que sont les fondations actionnaires notamment. On a Léa Nature, le groupe Archimbaud en région qui opère ce genre de choses, avec une gouvernance qui protège aussi le système de valeurs familiales que vous avez dans l'entreprise, mais qui protège aussi, encore une fois, l'humain et la vie sur Terre. Qu'est-ce que vous pensez de ces enjeux d'un post-néolibéralisme assumé ? Alors votre question est de la musique dans mes oreilles. Non, en vrai, déjà intéressant que vous nous parliez d'Yvon Chouinard de chez Patagonia, parce qu'on n'est pas plus tard que maintenant on peut le dire, on est devenu Bicorp, qui est donc un label d'entreprise qui a été fondé par Yvon Chouinard pour justement mettre au-delà des enjeux capitalistiques un certain nombre d'engagements pour les entreprises. Donc ça veut dire qu'on a dans nos statuts écrit notre volonté d'avoir un impact positif, que ce soit sur la nature, la société et un ensemble de choses. Donc on est complètement dans cette démarche-là. Et par rapport à votre question sur ce modèle néo-capitalistique dont vous parlez, ce qui est intéressant, c'est, je pense, l'approche et la manière dont on regarde les choses. C'est intéressant à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans un rendez-vous professionnel, on vous dit, vous qui êtes une entreprise en pleine croissance, on vous dit ça pour vous flatter. Et ça paraît de toute façon le discours habituel qu'il faut avoir envers les personnes. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, ces dernières années, on en a parlé par la question de la situation du monde du vin. On n'est pas une entreprise en pleine croissance. On a des chiffres qui sont peut-être plus difficiles aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a quelques années. Et je pense que c'est aussi ce qui est important de regarder, c'est quel équilibre on veut avoir. Donc ensuite, après, je vous dis ça, j'ai des actionnaires et des personnes à qui je dois rendre des comptes et qui regardent notre résultat. Mais évidemment, je pense que c'est dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on partage au-delà du financier, de savoir mettre en avant
un certain nombre de critères extra-financiers. Je pense que c'est aussi le vrai rôle de la comptabilité de demain, d'avoir ces outils-là, pour que ça puisse en effet être des éléments de gouvernance chiffrés et tangibles, que ce soit pas juste on a envie de ça ou on a fait ça, enfin qu'on ait une visibilité et quelque chose de tangible vis-à-vis de ces engagements-là. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire et c'est pour ça que nous, on est devenu Bicorp. C'est aussi parce que vis-à-vis de notre gouvernance et de nos actionnaires, c'était un modèle qui nous engageait vers un audit et une recherche chiffrée de nos engagements et de l'approche qu'on avait vis-à-vis de ce développement durable. Donc voilà pour vous répondre. Alors, merci Saskia. J'ai 2 questions et une remarque sur Zoom, donc j'en profite, mais le monsieur tout à l'heure aura le micro. Une remarque d'abord. D'un des actionnaires ? Alors, il va falloir l'identifier. Pas de question, mais un immense merci pour cette image tellement positive et tellement nouvelle que vous donnez de Bordeaux. Je suis née à Pauillac et je suis tellement heureuse que vous représentiez ainsi notre si beau Médoc. Voilà. Pas bien ça ? Je ne sais pas qui est l'actionnaire. Alors après, j'ai 2 questions. Bonjour, super interview. Je souhaiterais savoir quelle place accordez-vous à la robotique agricole ? Alors, très très bonne question. On y accorde une place parce qu'on a aujourd'hui un robot. On en a un. Après l'avoir beaucoup testé et l'avoir observé avec nos tractoristes et avoir parlé avec eux et réfléchi à comment on pouvait l'intégrer dans le cycle de travail avec leur contribution et le fait que ce soit un atout en pleine saison, parce que ça leur permettait de eux se focaliser sur autre chose et sur un travail du sol qui ne peut pas être robotisé. Et donc on en a un. Donc on étudie ça, on étudie aussi toutes les éléments qui viennent aider l'homme par les squelettes et tout ça, oui. Choses comme ça. On regarde tous ces sujets-là avec beaucoup d'attention. Très bien. Alors, deuxième question, c'était que pensez-vous de l'image des vins de Bordeaux aujourd'hui et du Bordeaux bashing ? Alors, c'est une très bonne question. Je l'ai un peu mentionné. Je pense que le plus important, c'est au-delà c'est de parler de comment on fait nos vins. Et je pense qu'on a une génération devant nous qui a besoin de transparence et de réalité et d'humain et de remplir les étiquettes. Les vins ne sont plus que quelque chose sur une devanture. Il faut savoir. Il faut l'incarner, en parler. Et faire preuve de transparence et de pédagogie aussi. Oui, je pense qu'il y a une grande partie de ça qui est nécessaire pour réenchanter en fait nos vins. Oui. Après, c'est peut-être une question à vous poser à vous, Jérôme. Non, mais moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Bah si, non, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je pense que Bordeaux a un gros travail de proximité à faire. C'est un peu la continuité de votre réponse. Bordeaux a été très distant pendant très longtemps avec ses consommateurs, de par la manière de commercialiser les vins, le côté statufiant des vins de Bordeaux. Et je pense que ça a joué contre le vignoble bordelais. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont besoin de transparence, de proximité, d'où le goût pour les vins nature, les vins glou-glou, enfin les vins sans cérémonial. Et en fait, Bordeaux a perdu sa place de ce côté-là. Et je pense que si Bordeaux veut réenchanter les consommateurs, et il le fait déjà, moi je vois les vignerons qui ont à cœur de faire leur vin et de le vendre, et ben c'est de redonner ce côté, ce peps direct avec les consommateurs et enlever tous les préjugés. Alors là, il y a un travail à la fois des vignerons, mais surtout, moi j'en veux beaucoup, et j'ai signé une tribune le mois dernier là-dessus, aux sommeliers qui ne font pas ce travail-là, qui ne font pas cet effort de revenir voir Bordeaux, de revenir voir les vignobles bordelais, parce que les vignobles bordelais, ce n'est pas juste une marque un peu générique avec une image un peu globale.
Ce sont des terroirs très complexes, très divers. Ce sont 6000 vignerons qui font des milliers de vins complètement différents, avec des styles complètement différents, et chacun peut trouver chaussure à son pied. Et de voir des restaurateurs bordelais, et je vais m'emporter un petit peu, mais de voir des restaurateurs bordelais qui ne vendent même pas une bouteille de Bordeaux, alors qu'on a des millions de touristes qui viennent à Bordeaux pour découvrir la ville et les vins de Bordeaux, je vous invite à boycotter ces restaurateurs bordelais qui ne vendent pas de vin de Bordeaux. Voilà, merci. C'est le cœur qui parle. Mais Bordeaux a une longueur d'avance par rapport à beaucoup de vignobles. Il a plein d'atouts et il est en avance sur la science, sur plein de points. Et allez voir les vignerons, allez les soutenir et allez voir ce qu'ils font, parce que vous avez des milliers de vins différents et tous très bons. Voilà. Je laisse la parole au monsieur qui a depuis tout à l'heure le micro cube dans sa poche. Allez-y, monsieur. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors justement, ma question porte sur l'œnotourisme. Quelle place occupe l'œnotourisme dans vos propriétés? Et pensez-vous que l'œnotourisme peut améliorer l'image ou la communication des vins de Bordeaux? Merci. Alors c'est une très bonne question. On a on n'est pas les meilleurs sur ce sujet-là. Donc déjà, il faut... je ne devrais pas dire ça, mais enfin, à Lafite, depuis toujours, toute personne qui nous écrit a une visite et une dégustation gratuite. Donc ça, déjà, là, on va faire des travaux, donc on va être fermé pendant un temps, mais en tout cas, c'est vrai, mais en tout cas, c'était le cas. C'est bien de prévenir. Mais en tout cas, c'était l'idée aussi justement c'est un point, la question de la proximité, c'est quelqu'un qui est fan de vin et qui vient dans le Médoc, s'il prévoit son coup bien à l'avance, en fait, il vient. Donc là, c'est un an à l'avance, parce que pour le coup... C'est un peu à l'avance, ouais. Un an à l'avance, là, pour le coup. À peu près un an, ouais. Et donc, dans ce cas-là, et à chaque fois, toute personne qui vient, même s'ils sont deux, on leur fait une visite seule. Donc maintenant, on a du Armilon, qui est donc notre autre vignoble de Pauillac. On a notre chai est au milieu de la ville. Et donc là, on a souhaité ouvrir nos portes. Donc c'était assez nouveau pour nous. Et accueillir des visiteurs pour expliquer nos métiers et raconter et partager ce qu'on fait. Donc typiquement, on est dans cette démarche-là d'ouverture et de partage. Et dans certains de nos domaines ailleurs, on le fait ponctuellement et on le regarde. Mais on a beaucoup à apprendre. C'est ce que je voulais dire par là. C'est pour le coup, on est assez humble sur ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui envoie une petite question. Que pensez-vous de la création du hashtag Buvons Bordeaux? Je suis pour. Ah ben voilà. Elle a une dernière question dans la salle. Hop. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. Une question assez simple. Quel est votre vin plaisir, le vin que vous choisissez avec vos amis pour passer une bonne soirée? Quel est votre choix? C'est une super question. Magie de 61. Alors j'adore boire j'adore boire les vins des autres et nos vins. Donc je bois beaucoup. Ah, c'est tellement difficile comme question. Ouais, Faut pas arrêter la phrase là, parce que je bois beaucoup. Non, c'est vrai que j'aime bien faire la fête, donc je bois de temps en temps, mais après je bois pas tout le temps. C'est important de le dire. Beaucoup. Et quel vin j'aime boire? Là, tout de suite, quand vous m'avez posé la question, j'ai pensé à du Armilon. Donc voilà, qui est un vin extraordinaire qu'on a donc à Pauillac, et c'est vrai que ça me déçoit rarement, et c'est une superbe bouteille à avoir. Bon, après, je bois beaucoup d'Enseignant, beaucoup de notre air de Rieux-Sec, qui est notre vin blanc sec de Rieux-Sec. Je bois beaucoup de vins des autres, c'est ce que je disais. Donc, je bois beaucoup de Chablis, beaucoup de vins de Loire. J'aime beaucoup le Chenin.
Et j'ai un papa à qui je demande tous les ans de m'offrir des vins de Bourgogne. Donc, pour les occasions, j'ouvre des grands Bourgognes. Donc, voilà. Et Pas des mal. grands Bordeaux. Pas mal. C'est bien de ne pas être sectaire. Mais merci infiniment. Merci pour vos questions. Merci pour votre écoute. Merci Saskia. C'était un vrai plaisir. Et alors, on se retrouve au prochain entretien, c'est le 19 mars, avec un certain Olivier Poussier, que vous devez peut-être connaître, meilleur sommelier du monde. Vous allez voir un voyageur, une éminence dans le monde de la dégustation, et un ami. Donc ça va être assez drôle. Vous allez voir quelqu'un de très très affûté et qui va vous expliquer tout sur la dégustation et sur sa manière de déguster et de découvrir les vins. Merci infiniment et je vous retrouve en dégustation. On vous retrouve en dégustation là-haut. Merci à vous. Bonne soirée.